Ina, podcast. Vous aimez les aventures d'Arsène Lupin ? Vous allez adorer Les Maîtres du Mystère, la série de fiction à suspense culte de la radio qui a captivé des millions d'auditeurs dans les années 50 et 60. Disponible en version restaurée, ces adaptations de classiques de Poe, Dickens, Balzac et ses intrigues originales ont marqué l'histoire du polar audio. À retrouver chaque mardi à 21h sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr. Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, la carafe d'eau. Bonsoir mes chers amis. Je vais vous raconter une histoire qui illustre à merveille les dons extraordinaires de mon ami Arsène Lupin. Bien qu'il fût le roi des cambrioleurs, il était toujours prêt, vous le savez, à se dévouer à une noble cause. Et vous allez voir comment il s'employa, un jour de juin 1912, à sauver un innocent de la guillotine. C'était à l'époque où il fréquentait les gens du monde sous le nom de Prince Rénine. Et ce jour-là, il agit exactement comme l'eût fait Sherlock Holmes. Mais l'Anglais s'appuyait uniquement sur son esprit d'analyse, alors qu'Arsène Lupin, lui, faisait en plus appel à une intuition, à une audace exceptionnelle. Ce matin-là, le soleil était très chaud, et en sortant de chez lui vers 11h, le prince Rénine décida d'aller se promener au bois de Boulogne. Il fit le tour des lacs, au volant de sa 35 chevaux Morrow-Lepton, et il s'arrêta devant la terrasse du Café Impérial pour l'absinthe de tradition. Oh, prince Rénine! Comment allez-vous? Oh, monsieur Véteuil, je suis ravi de vous voir. Me ferez-vous la grâce de vous asseoir près de moi? Mais avec joie. Si je ne me trompe, c'est Émilienne d'Alençon qui arrive là-bas. Oui. Ce soleil d'été va admirablement aux femmes. Malheureusement, avec ces ombrelles, on ne voit jamais qu'un bout de leur nez. Vous quittez Paris? Sitôt après le Grand Prix, je vais à Trouville. Oh, je vois que vous avez le Gaulois de ce matin. Quoi de nouveau? Oh, pas grand-chose, si vous voulez jeter un coup d'œil. Merci. Oh, prince! Véteuil, qu'avez-vous? Oh, c'est affreux. Quoi donc? Tenez, lisez, là. Maître Dourdan, le défenseur de Jacques Aubrieux, a été reçu hier à l'Élysée. Le président de la République a refusé la grâce du condamné qui sera exécuté demain matin. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme... Vous connaissez ce Jacques Aubrieux? Non, mais c'est mon ami d'enfance. Non, je suis sûr qu'il n'a pas tué, il en était incapable. Je suis sûr qu'il est innocent. Oh, il faut faire quelque chose. Non, nous sommes en présence d'une erreur, d'une épouvantable erreur judiciaire. J'ai toujours dit... Excusez-moi, je cours immédiatement chez la femme de Jacques. Madeleine a toujours eu beaucoup de courage, mais en ce moment, elle doit être dans un état... Vous avez raison. Êtes-vous en voiture? Non. Eh bien, si vous le permettez, je vous conduis. Très volontiers, merci. Garçon! Monsieur? Tenez, garçon. Merci, monsieur. Gardez tout. Mon automobile est par ici, venez. Madeleine Aubrieux habitait à Neuilly. Pendant le trajet, Arsène Lupin renonça à interroger Jean Véteuil, qui était accablé.
Il arrêta enfin la voiture devant un élégant pavillon, au 23 bis avenue du Roule, et les deux hommes furent bientôt introduits dans le boudoir de Madeleine Aubrieux, qui se jeta dans les bras de Jean. Elle n'avait pas une larme, mais on lisait sur son visage une détresse sans espoir qui émut profondément le prince Rénine. Merci d'être venu avec Jacques. Votre geste me touche beaucoup. Madame, usez de moi comme vous l'entendrez. J'ai des relations très haut placées dans la police et la justice, et M. Véteuil est tellement persuadé de l'innocence de votre mari que je suis prêt à tout tenter pour le sauver. Mais encore faudrait-il que je connaisse les circonstances. Je ne vous demande pas d'entrer dans les détails, je m'en voudrais de vous faire revivre ce qui fut pour vous un calvaire, mais simplement de répondre à un certain nombre de questions. Ma pauvre Madeleine, en aurez-vous la force? Pour sauver Jacques, je les aurai toutes. Parlez, monsieur. Votre mari exerçait-il un métier? Oui, courtier d'assurance. Il était satisfait des affaires? Oui, jusqu'à l'année dernière. Ah, et depuis? Il a eu d'assez graves soucis d'argent. Et le crime, quand a-t-il été commis? En janvier dernier, un dimanche. Et qui est la victime? Un cousin de mon mari qui habitait Suresnes. Son nom? Félicien Guillaume. Bien, le mobile du crime? Un vol. 60 billets de 1000 francs que notre cousin avait reçus la veille, en paiement d'une vieille dette et dont il avait noté les numéros. Et Jacques est accusé d'avoir tué son cousin pour lui voler ses billets. C'est insensé. Votre mari, madame, connaissait-il l'existence de cet argent? Oui, ce dimanche-là, son cousin le lui a dit, accessoirement, au cours d'une conversation téléphonique. Et Jacques a insisté pour qu'il ne garde pas chez lui une telle somme, et qu'il la dépose dès le lendemain dans une banque. Et cette conversation a eu lieu le matin? Non, à 1h de l'après-midi. Jacques devait précisément aller chez Félicien Guillaume à motocyclette. Mais, se sentant assez grippé, il a téléphoné à son cousin qu'il préférait ne pas sortir. Et il est resté ici toute la journée. Seul? Malheureusement, oui. Les deux bonnes sont sorties et Jean Véteuil, qui avait déjeuné avec nous, n'est-ce pas, Jean? Oui. M'a emmené au cinématographe, avenue Wagram, avec ma mère. C'est le soir que mon mari et moi, nous avons appris l'assassinat de notre cousin. Et le lendemain matin, Jacques était arrêté. Pour quelle raison? Et l'assassin s'est rendu à Saint-Cloud sur une motocyclette. Et les traces relevées sont celles de la motocyclette de mon mari. On a également retrouvé un mouchoir à ses initiales. Et le revolver qui a servi au crime lui appartenait. Enfin, un de nos voisins prétend qu'à 3h, il a vu Jacques sortir à motocyclette. Et un autre l'a vu rentrer à 4h30. Or, l'assassinat a eu lieu à 4h. Mais votre mari, comment se défend-il? Il affirme avoir dormi tout l'après-midi. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un a pu ouvrir l'armise et prendre sa motocyclette pour aller à Suresnes. Quant au mouchoir et au revolver, ils se trouvaient dans la sacoche. Rien d'étonnant que l'assassin les ait utilisés. Oui, mais la justice a fait 2 objections. D'abord, le criminel ne pouvait pas deviner que mon mari avait décidé de rester chez lui toute la journée, alors qu'il sortait à motocyclette tous les dimanches après-midi. Et ensuite? La seconde objection s'appuie sur un fait inexplicable. Sur le lieu du crime, l'assassin a bu au goulot la moitié d'une bouteille de vin et sur cette bouteille, on a relevé les empreintes des doigts de mon mari. Et inutile de vous dire que Jacques était la sobriété même et qu'en plus il n'avait pas pour habitude de boire de cette façon. Bien, je vous remercie, madame. Toutes les apparences sont contre votre mari, mais du moment que vous, sa femme, et vous, son meilleur ami, vous êtes tous deux convaincus de son innocence, je partage d'instinct vos convictions. Bien, maintenant, il faut agir sans perdre une minute. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Ah, je ne sais pas encore, mais je sais que je le ferai, après avoir pris tout mon temps pour réfléchir à ce qui m'apparaît pouvoir être en effet une erreur judiciaire. Donc, conservez votre sang-froid, madame. Soyez courageuse et n'abandonnez pas tout espoir. Je lutterai jusqu'à la dernière seconde. Venez, monsieur Véteuil. Je vous suis. Oh, que Dieu vous aide. Prince, avez-vous le moindre espoir de sauver Jacques? En face des pires difficultés, mon cher, je pars toujours gagnant. Vous m'envoyez ravi. Et où allons-nous? Déjeuner, et j'ai eu une furieuse envie de sole normande. Dans l'autre soir, chez les Valcourt, ne m'avez-vous pas dit qu'au bas de chez vous, place des Ternes, il y avait un restaurant qui les réussissait à merveille? En effet. Eh bien, allons-y, je vous invite.
Au restaurant de la place des Ternes, il y avait à l'entresol 3 cabinets particuliers. Le prince Rénine et Jean Véteuil s'installèrent dans l'un d'eux afin de pouvoir réfléchir en toute tranquillité. Ils mangèrent les hors-d'œuvre sans prononcer un seul mot. Soudain, le prince appela. Garçon, Monsieur, où se trouve le téléphone? dans le couloir tout à côté. Voulez-vous me demander le 342-57? Tout de suite, monsieur. Auriez-vous découvert dans quel sens diriger vos recherches? Non, je n'ai rien découvert du tout, mais je me fie assez volontiers à mon intuition. Bon, malheureusement, pour la justice, une intuition ne suffit pas. Oui, je vous l'accorde, mais qui sait? Qui sait? Vous avez le 342-57 à l'appareil, monsieur. Merci. Vous venez, Véteuil? Allô? Allô, la Sûreté Générale? Je voudrais parler à Monsieur Dudouis, s'il vous plaît. Ah, bah alors passez-moi la personne qui le remplace. De la part du prince Rénine. Merci. Allô? Bonjour, monsieur, ici le prince Rénine. Oui, j'avais oublié que le chef de la Sûreté Générale, qui est un de mes meilleurs amis, se reposait lui aussi le dimanche. Comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de lui fournir sur plusieurs affaires des renseignements dont il a bien voulu apprécier l'importance. Aujourd'hui, je pourrais lui indiquer l'endroit où se trouvent les 60 billets de 1000 francs volés par Jacques Aubrieux. Oui, vous savez, celui qui a assassiné son cousin et qui va être guillotiné demain matin. Oui, évidemment, ce serait un fait nouveau qui pourrait peut-être modifier le cours des événements. Eh bien, je suis en ce moment au restaurant La Sole Normande, place des Ternes. Oui, alors si vous aviez l'amabilité de m'envoyer un inspecteur le plus tôt possible, j'ai tout lieu de croire qu'il ne perdrait pas son temps. Entendu? Bon, je l'attends. Oui, il n'aura qu'à demander le prince Rénine. Rappelez-moi au bon souvenir de mon ami Dudouis, je vous prie. Au revoir, monsieur, et merci. Voilà, il nous envoie un inspecteur. Bien, dépêchons-nous d'attaquer nos sols normandes. C'est un plat qui n'attend pas. Dites-moi, prince, auriez-vous sérieusement découvert... Moi? Non, rien du tout. Alors? Oui, j'agis exactement comme si je savais. Seulement, ne craignez-vous pas qu'à l'autre bout du fil, on ait cru à une farce? Ils n'en verront peut-être personne. Oh, ça m'étonnerait. Ah, si j'avais dit Aubrieux est innocent, ça on ne m'écoutait même pas. La veille d'une exécution, allez donc convaincre ces messieurs qu'un condamné à mort est innocent. Tandis qu'un fait nouveau, c'est autre chose. La perspective des 60 billets, ce serait pour eux une aubaine qui vaut bien le dérangement. Oui, mais puisque vous ne savez rien. Écoutez, j'ai adopté une hypothèse et j'agis comme si j'avais une certitude. Et si vous vous trompez? Ah, nous le verrons bien. 20 minutes plus tard, un policier entrait dans le cabinet particulier. Le prince Rénine? C'est moi. Je suis l'inspecteur principal Morisseau. Ah, oh, je vous remercie, monsieur l'inspecteur principal, d'être venu si vite. Et je suis d'autant plus heureux d'avoir affaire à vous que je connais vos états de service. Et j'ai suivi avec passion certaines de vos campagnes. Je suis très flatté, prince. Je vous présente mon ami Jean Véteuil. Mais nous nous connaissons. C'est moi qui me suis occupé de l'affaire Aubrieux, et j'ai déjà eu l'occasion d'entendre monsieur comme témoin. En effet. Et d'après votre coup de téléphone, il s'agit donc, prince, des 60 000 francs volés. C'est exact. J'en possède les numéros. Ah. Les voici. C'est moi-même qui les ai relevés sur le carnet de la victime. Oui, l'assassin ne l'ignore pas. C'est pourquoi il attend sans hâte le moment où la police cessera sa surveillance pour mettre éventuellement ses billets en circulation. Et j'inclinerais même à penser qu'il les garde en souvenir. Vous connaissez l'instinct collectionneur des assassins, d'autant plus que cet homme n'a pas besoin d'argent. Ce n'est pas pour voler qu'il a tué. Dans quel but alors? Enfin, nous y viendrons tout à l'heure. En attendant, je crois pouvoir vous affirmer qu'à son retour de Suresnes, l'assassin, après avoir rapporté la motocyclette dans la remise de l'avenue du Roule, est venu en courant jusqu'à la place des Ternes et qu'il est entré dans cette maison. Dans cette maison? Oui. Pourquoi faire? Pour y cacher le produit de son vol. Les 60 billets de 1000. Allons donc, dans ce restaurant? Non, au-dessus. Dans un appartement du 5e étage.
Mais au 5e étage, il n'y a qu'un appartement et c'est le mien. Et justement. Comme vous étiez au cinématographe avec Madame Aubrieux et sa mère, on a profité de votre absence. Voyons, j'ai toujours la clé dans ma poche. Ah oui, c'est pas ça qui arrête un cambrioleur. Faites-moi confiance. Écoutez, je n'ai relevé aucune trace. Pardon, expliquons-nous bien. Vous dites que les billets de banque seraient cachés dans l'appartement de Monsieur Véteuil. Oui. C'est absurde, je les aurais trouvés. Et les avez-vous cherchés? Non. Ah. Non, j'avoue que l'idée ne m'en serait jamais venue, oui. Enfin, écoutez, mon logement est grand comme la main et j'aurais bien fini par tomber dessus. Si petit qu'il soit, il est toujours assez grand pour contenir 60 billets de banque. Ouais, ça, évidemment. Enfin, écoutez, je suis sûr, moi, que personne n'est entré. Je n'ai qu'une clé et je fais mon ménage moi-même, alors... Vous avez certainement raison, Monsieur Véteuil, mais j'aimerais bien ne pas être venu pour rien. Et puisque le prince Rénine semble avoir de bonnes raisons pour croire ce qu'il dit, montons jusqu'à votre appartement, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, mais aucun, puisque vous le désirez, montons, si vous voulez me suivre. Ils grimpèrent tous trois au 5e étage, où ils trouvèrent un petit appartement composé de 2 pièces où tout était rangé avec un ordre méticuleux. Sur une petite table basse, non loin de la fenêtre ouverte par où entrait un soleil éclatant, il y avait un carton à chapeau tapissé de papier de soie. Jean Véteuil y déposa soigneusement son panama, en maniaque habitué à des gestes toujours les mêmes. À côté, sur le couvercle, il allongea ses gants. Mon cher Véteuil, votre intérieur est charmant. Merci. Et réjouissez-vous qu'il soit si petit, vos recherches en sont abrégées d'autant. Seulement, après avoir déplacé chaque chose, ayez la gentillesse, messieurs, de la remettre à sa place. Je suis un gars vieux. Je suis un vieux garçon affreusement tatillon. En ayez crainte, vous ne vous apercevrez même pas de cette visite domiciliaire. Le prince Rénine et l'inspecteur Morisseau visitèrent à fond les 2 pièces, la cuisine, le cabinet de toilette et un débarras. Jean Véteuil les regardait faire, un peu agacé, il faut bien le dire. Il alla remplir une carafe d'eau fraîche, se versa un grand verre qu'il but avec un plaisir évident, et reposa le tout sur un guéridon devant la fenêtre. Vous avez de bien beaux livres, Véteuil. Ah, c'est une de mes passions. Ah, je vois que vous êtes surtout un scientifique. Hein? Physique, chimie, biologie. Il faut bien tuer le temps. Mais... En tout cas, prince, cette visite n'a rien donné. Ces billets sont introuvables. Et je regrette que vous me fassiez perdre mon temps. Si les billets n'y sont plus, inspecteur, c'est qu'on les a enlevés. On ? Qui on ? Précisez votre accusation. Vous n'osez pas. Eh bien, monsieur l'inspecteur, je vais vous la préciser, moi, l'accusation de monsieur. Il veut dire qu'ici, il y a un malhonnête homme, et que les billets cachés par l'assassin ont été découverts par ce malhonnête homme, qui les a déposés dans un endroit plus sûr. C'est bien là votre idée, n'est-ce pas, prince ? C'est bien moi que vous accusez de ce vol. Monsieur l'inspecteur, je proteste contre cette comédie et le rôle qu'on vous a fait jouer malgré vous. Oui, car je peux vous le dire maintenant, le prince Rénine m'a confié tout à l'heure qu'il s'aventurait dans cette affaire absolument au hasard, et qu'il tentait n'importe quoi, s'en remettant à sa bonne étoile. Est-ce que je dis la vérité, prince, oui ou non ? Enfin, parlez, monsieur. C'est trop commode de dire que j'ai volé ces billets. D'abord, qui les aurait apportés ? Pourquoi l'assassin aurait-il choisi mon appartement pour les cacher ? Non, tout ça est absurde. Écoutez, avez-vous seulement une preuve, une seule ? Monsieur Véteuil a raison, prince. Ceci ressemble à une assez mauvaise plaisanterie. Et puisque monsieur veut des précisions, c'est Madame Aubrieux elle-même qui nous les donnera. Elle a le téléphone, redescendons au restaurant, appelons-la, et en moins d'1 minute, nous serons fixés. Soit. Venez, messieurs, et finissons-en. Jean Véteuil reprit son chapeau et ses gants, et les 3 hommes descendirent au restaurant, d'où le prince Rénine appela Madeleine Aubrieux. Allô ? Allô, chère madame, mon enquête se poursuit d'une façon satisfaisante et je crois que vous avez tout lieu de garder bon espoir. Oui, pour le moment, j'ai besoin d'un petit renseignement. Le jour du crime,
Vous m'avez bien dit que Jean Véteuil était venu déjeuner chez vous. Oui. Bien. A-t-il su à ce moment-là que votre cousin Félicien Guillaume avait 60 000 francs chez lui? Oui, nous en avons parlé à table. Il a su également que votre mari ne sortirait pas à motocyclette et qu'il resterait à la maison pour dormir? Naturellement, mais pourquoi? Bon, dans l'après-midi, vous êtes bien allé au cinéma avec votre mère et Jean Véteuil. Oui. Le spectacle a duré combien de temps? De 3 heures à 5 heures. Et vous avez assisté au film tous les trois ensemble, l'un à côté de l'autre? Non, il n'y avait que 2 places pour maman et moi. Jean est allé s'asseoir à quelques rangs derrière nous. Et pendant l'entracte, il est venu bavarder avec vous? Oh, ce n'était pas commode, nous étions au milieu d'un rang. Mais vous êtes-vous retourné vers lui? Oui. Et l'avez-vous aperçu? Non, il avait dû aller prendre quelque chose au bar. Et bien entendu, il vous attendait à la sortie? Oui. Eh bien, je vous remercie. Tout va de mieux en mieux. Beaucoup mieux même que je ne l'espérais. Mais... À tout à l'heure. Eh bien, la communication était excellente, et bien que vous ayez laissé le second récepteur à M. Morisseau, vous avez parfaitement entendu, mon cher Véteuil, les réponses de Mme Aubrieux. Oui, plus ou moins. Eh bien, je suppose, inspecteur, que vous n'êtes pas venu seul? Non, j'ai 2 hommes à moi en bas. Auriez-vous l'obligeance de les faire monter pour qu'ils veillent à ce qu'on ne nous dérange pas pendant que nous serons enfermés tous les 3 dans ce cabinet particulier? D'accord. Eh bien, mon cher Véteuil, si vous voulez bien repasser à table. Savez-vous que vous prenez des allures de casseur d'assiettes qui ne me plaisent guère? Oui, je reconnais que la vaisselle est fâcheusement menacée. Voilà. Nous ne serons pas dérangés. Bien. Vous avez entendu comme moi, inspecteur, que le dimanche du crime, Madame Aubrieux et sa mère sont restés sans voir Monsieur Jean Véteuil de 3 heures à 5 heures. Ce qui signifie? Eh bien que pendant 2 heures, vous avez été totalement libre. Ah, j'ai été libre comme quelqu'un qui va au cinématographe. Ou autre part. Comment autre part? Du côté de Suresnes, par exemple. Vous êtes fou! Pourquoi et comment y serais-je allé? Comment? Mais sur la motocyclette de Jacques Aubrieux. Ah, voilà donc. Voilà, vous vouliez en venir. J'hésitais encore à comprendre. Oh, Jean misérable! Véteuil, vous étiez seul à savoir ce jour-là 2 choses essentielles. Premièrement, que Félicien Guillaume avait 60 000 francs chez lui. Deuxièmement, que Jacques Aubrieux ne devait pas sortir. Tout de suite, vous avez vu le coup à faire. Pendant la séance de cinéma, vous vous êtes esquivé. Vous êtes allé prendre la motocyclette de votre ami. Vous avez filé à Suresnes. Vous avez tué Félicien Guillaume et après lui avoir volé ses 60 000 francs, vous les avez portés chez vous. Puis 5 minutes plus tard, vous retrouviez ces dames au cinéma. Mais cet homme est fou, inspecteur. Ce serait moi que les voisins auraient vu aller et revenir à motocyclette. Oui, c'était vous. Revêtu de la combinaison d'Aubrieux et le visage recouvert de ses propres lunettes. Et ce sont mes doigts dont on a relevé l'empreinte sur la bouteille. Cette bouteille fut débouchée au déjeuner par votre ami. Et c'est vous qui l'avez portée là-bas comme pièce à conviction. Ouais, alors j'aurais tout combiné pour que Jacques fût accusé de crime. Mais c'était le plus sûr moyen de ne pas l'être, vous. Mais enfin, Jacques est mon meilleur ami. Malheureusement, vous aimez sa femme. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons des amis communs, Véteuil. Et ils savent que Madeleine Aubrieux a eu beaucoup à souffrir de vos assiduités. Pour la posséder un jour, vous étiez capable de n'importe quelle folie. Vous êtes un malade. Un malade aujourd'hui, bourrelé de remords. Rappelez-vous votre épouvante quand vous avez lu l'article sur mon journal. Le bagne vous suffisait, mais pour un innocent, l'échafaud, non, vraiment, c'était trop. Vous étiez vert de terreur. C'est dès ce moment-là que je vous ai soupçonné. Pas un mot de ce que vous dites n'a de sens commun. Toutes vos accusations sont fausses. Enfin, les billets de banque, est-ce que vous les avez retrouvés chez moi? Non, alors? Prince, monsieur Véteuil a raison. Vos hypothèses sont séduisantes, mais vous n'apportez aucune preuve. Et vous me faites jouer ici un rôle ridicule. J'en suis navré, mais je suis sûr, absolument sûr, que les choses se sont passées exactement comme j'ai dit. Mais alors prouvez-le. Alors la preuve? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Véteuil! Oui, comme veut-on? Il y a le feu dans votre appartement. On voit les flammes qui sortent de votre fenêtre. Des flammes? Ah, bandit, je viens de voir ton sourire. Tu t'es trahi, c'est toi qui as mis le feu là-haut, hein? Maintenant, les billets flambent. Ah, laissez-moi passer. Non! Personne ne peut entrer puisque c'est moi qui ai la clé. Enfin, laissez-moi passer, sacrebleu. Non, la clé, je la prends. Et pendant que nous allons grimper chez toi, tu vas rester ici sous bonne garde, n'est-ce pas, inspecteur? Lambert! Oui, chef. Et vous, Breton? Oui, chef. Jusqu'à nouvel ordre, assurez-vous de monsieur. Et s'il cherche à décamper, flanquez-lui une balle dans la tête. La partie est gagnée. Venez vite, inspecteur.
Mais enfin, prince, ce n'est pas lui qui a mis le feu puisqu'il ne nous a pas quittés. Eh, parbleu, il l'a mis d'avance. D'avance? Mais comment? Est-ce que je sais, moi? Mais un incendie ne se déclare pas comme ça, sans raison, au moment précis où on a besoin de brûler des pièces à conviction. Quel est ce bruit? Ce sont des garçons à moi qui essaient d'enfoncer la porte. Inutile, messieurs, j'ai la clé. Pardon. Quoi? Cette fumée? Mais regardez, il n'y a plus de flamme. L'incendie s'est éteint de lui-même, faute d'aliments. Messieurs, excusez-nous, mais il faut que je reste seul ici avec monsieur l'inspecteur. Les murs, le plafond et les meubles n'ont pas été atteints. Oui, tout se réduit à une flambée de papier qui se consume encore sur la table basse, là, près de la fenêtre. Mais triple imbécile. Oh, faut-il que je sois bête? Quoi? Le carton à chapeau. Le carton qui était sur la table basse. Ah, c'est là qu'il avait caché les billets de banque. Mais c'est là qu'ils étaient tout à l'heure encore, pendant notre perquisition. Sous son chapeau. Ah non, non. Non, mais oui, on oublie toujours la cachette qui vous crève les yeux. La cachette qui est à portée de la main. Mais oui, comment en effet penser qu'un voleur puisse laisser 60 billets de 1000 francs dans un carton ouvert où il dépose son chapeau en entrant? Jamais j'aurais eu l'idée de chercher ça, moi. Bien joué, monsieur Véteuil. Mais ce n'est pas possible. Nous étions avec lui. Il n'a pas pu mettre le feu lui-même. Ce garçon est terriblement astucieux, croyez-moi. Il a dû mettre au point 2 ou 3 formules de protection suivant les circonstances. Et le carton à chapeau, le papier de soie, les billets eux-mêmes, tout ça devait être imprégné d'un produit inflammable. Et oui, pour un garçon qui a fait de la chimie, c'est un jeu d'enfant. Mais le feu, s'il avait jeté une allumette, nous l'aurions bien vu, que diable. Eh oui, la question est là. Comment s'y est-il pris pour allumer le feu? En tout cas, il ne reste plus que des cendres. Pas le plus petit morceau de billet de banque. C'est lui qui a gagné. Eh bien non, je ne me tiens pas pour battu. J'aurai sa peau. Je me demande bien comment, par exemple. J'ai une idée. Laquelle? Tout à l'heure, il a voulu me bluffer. Eh bien, à mon tour. Qu'est-ce que vous faites? Et d'abord, je balaie toutes ces cendres. Et je les pousse dans la pièce à côté. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais dans le débarras. Vous permettez? Et je rapporte cet autre carton à chapeau que j'avais repéré tout à l'heure pendant notre petite perquisition et qui est à peu près semblable à celui qui vient de brûler. Je le pose comme le précédent sur cette petite table basse et je le brûle en partie. Et là, méfiez-vous, ne flanquez pas le feu à la baraque. Non, n'ayez crainte. Tenez, voilà. Ce carton à chapeau à demi consumé, parfait. Maintenant, je prends dans mon portefeuille ces billets de 1000 francs. Quoi, vous allez les brûler? Oui, je vais les brûler. Mais pas tout à fait. Vous voyez? Il en reste assez pour qu'on lise les numéros. Voilà, je mélange le tout au fond du carton, parmi les cendres. Et maintenant, monsieur Morisseau, je vous demande une dernière fois votre concours. Descendez chercher Véteuil et dites-lui simplement « Vous êtes démasqué, les billets n'ont pas pris feu. Suivez-moi. » Et vous l'amenez ici. Mais vous croyez qu'il va tomber dans le piège? Et tout dépend de l'état de ses nerfs. Une attaque brusquée peut parfaitement le démolir. Et s'il s'aperçoit que ce n'est pas le même carton à chapeau? Mais courons le risque. Soit. Je reviens tout de suite. Décidément, la vie vaut la peine d'être vécue. Mais l'animal, il m'a donné soif. Une carafe d'eau. Ah bah c'est parfait. Oh, elle est brûlante, cette carafe. Ah bah parble depuis le temps qu'elle est au soleil. Oh ça alors. Oh sacré Véteuil. Ah je m'incline. Ça tu n'es pas le premier venu. Ah les voilà.
Entrez, messieurs. Alors, mon petit Véteuil, l'inspecteur t'a dit? Le feu n'a brûlé qu'à moitié le carton à chapeau, le papier de soie et les billets de banque. Tiens, regarde. Il y a encore les numéros. Si tu veux contrôler toi-même... C'est pas la peine. J'ai perdu. Oh, attention, inspecteur. Il se trouve mal. Non, un simple vertige. Ah, pauvre Véteuil, va. T'as pas eu de veine, hein? Ton truc valait mieux que ça, hein? Vous avez trouvé comment il a mis le feu? Mais oui. Et c'est bête comme chou. Le tout était d'y penser. Tenez, vous voyez cette grosse carafe à ventre rebondi? Eh bien, il l'a placée sur ce guéridon en plein au milieu de la fenêtre pour qu'elle forme lentille. Et les rayons de soleil passant à travers elle sont allés brûler et le papier de soie et le carton précédemment enduit d'un produit inflammable. 10 minutes après, ça flambait. Remarquable. Alors, Véteuil, tu n'as plus qu'à avouer. C'est toi l'assassin de Félicien Guillaume, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, messieurs, vous êtes tous témoins de son aveu. Oui, bien sûr, absolument. Tiens, écrit sur ce papier. Quoi? Ce que je vais te dicter. C'est moi, l'assassin de Félicien Guillaume. Jacques Aubrieux est innocent. Est innocent. Signe. Voilà. Merci. Et maintenant, pauvre idiot, t'as bien eu. Je peux te le dire maintenant. Les billets de banque qui étaient au fond du carton à chapeau. Ils avaient bel et bien... Non, inspecteur. Pourquoi faire, puisqu'il a avoué? Oui, vous avez raison. Allez, vous autres, emmenez-le. Allez. Et maintenant, Prince, courez vite chez Madame Aubrieux pour lui annoncer la bonne nouvelle. Non, inspecteur, non, je vous laisse cette agréable tâche. Ah bon? Comme vous voudrez. Décidément, vous avez un beau métier, inspecteur. Et j'en arrive à me demander quel est le plus passionnant des deux. Policier ou cambrioleur? Cambrioleur? Je ne comprends pas. Pourquoi me dites-vous ça? Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac, d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, La carafe d'eau. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux et Philippe Mareuil, Jean-Pierre Lituac, Michel Ferrand, Nicolas Amato, avec Nadine Alary et Louis Ducreux le conteur.